série sur le passage de la deuxième à la troisième dimension dans les jeux vidéo. Mais avant, je voudrais quand même mentionner que ce soir, il s'agit des primaires aux États-Unis dans l'État du New Hampshire. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, je risque probablement d'aller me coucher à 1 heure ce soir. Ne serait-ce que ce soit pour ça. Parce que c'est quand même intéressant de voir comment Trump était passé en deuxième position dans cet État-là et comment même si Bernie Sanders était à l'arrière, disons, comparé à Hillary Clinton, ça a quand même fini nez à nez et donc de voir comment est-ce que ça va avoir des répercussions sur le vote de ce soir, ça va être à vérifier. Mais bon, donc la semaine dernière, nous avons parlé des platformers de Mario, Sonic et Donkey Kong. Ce soir, ça va être plus les jeux d'action avec Castlevania, Prince of Persia et The Legend of Zelda. Donc, nous allons commencer avec Prince of Persia en revenant de la pause. Mais avant cela, à notre habitude, nous allons aller en musique. Et d'ailleurs, en musique, nous continuons notre saga à propos de Dan Avedon. La semaine dernière, je vous ai fait jouer du Northern Hughes, qui était son premier band. Cette semaine, ça va être son deuxième band, Sky Hill, qui a sorti un album en 2007. Puis, la semaine prochaine, son groupe principal, qui s'appelle Ninja Sex Party, pour finalement terminer la deuxième semaine de mars avec le lancement de son dernier album. Donc, commençons tout de suite avec The City as You Walk de Sky Hill ainsi que Tu donnes un sens à ton corps de Édouard VII. Et donc en revenant, nous allons parler de Prince of Persia sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. They're gonna hear just what we have to say. Alors, nous venons d'entendre The City as You Walk de Sky Hill ainsi que Tu donnes un sens à ton corps de Édouard VII. Rebienvenue à BRB sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. On vient de m'informer que, contrairement aux primaires de Iowa, le compte des votes a déjà été terminé et le gagnant du côté républicain est Donald J. Trump ainsi que le gagnant des primaires pour cet État-là du côté des démocrates est Bernie Sanders. Mais bon, quittons ce sujet qui est 1300 fois plus important que notre réel sujet de notre émission et retournons aux jeux vidéo et au passage de la deuxième à la troisième dimension. BRB, qui est d'ailleurs non seulement maintenant disponible en 3 dimensions, mais également en Scratch and Sniff. Donc, nous commençons aujourd'hui notre soirée en parlant de Prince of Persia, puisque avant d'être une propriété qui appartenait à Ubisoft, ça avait commencé en étant un jeu de plateforme en 2 dimensions qui était ce que j'appellerais un jeu de plateforme cinématique. C'est-à-dire que contrairement à d'autres plateformes telles que Mario, Sonic, Donkey Kong, tout ce que j'ai parlé la semaine passée, les mouvements du jeu sont basés sur le cycle en plus de l'action. Donc, si on veut se retourner, le personnage ne le fait pas instantanément. Il faut attendre de voir que l'image du personnage se tourne d'un côté pour aller vers l'autre avant de pouvoir continuer pour pouvoir en fait commencer à bouger. Et c'est la même chose lorsqu'on commence à courir. Le personnage ne s'arrêtera pas de courir tant que son cycle n'est pas terminé, même si vous arrêtez de bouger. Donc, c'était plutôt dans ce style-là qu'était Prince of Persia. Un jeu qui, d'ailleurs, apparemment, finissait en énormément de morts à l'intérieur du jeu. Donc, c'était simplement un élément qui était important dans ce jeu-là. C'était un jeu qui était très, très difficile. Et lorsqu'on a essayé de le passer, en fait, du deuxième à la troisième dimension, avant même que Ubisoft achète cette propriété-là, avant même qu'elle donne cette propriété-là à Ubisoft Montréal, qui est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai choisi d'en parler parmi les franchises d'action qui ont passé de la deuxième à la troisième dimension, parce que c'est quand même nous autres qui étaient chargés de faire cette transition-là. Il y avait quand même eu un jeu qui s'appelait Prince of Persia 3 dimensions. Et ce jeu-là
a eu à peu près les mêmes problèmes que l'autre franchise que je vais vous parler dans quelques instants, c'est-à-dire Castlevania, c'est-à-dire que les mouvements étaient lents, les sauts, bien entendu Castlevania avait plus ou moins des sauts à faire, mais dans le cas de Prince of Persia, les sauts étaient compliqués à faire, ils étaient trop lents, étaient imprécis. Lorsqu'on devait attaquer, la hitbox des ennemis était énormément trop petite pour pouvoir les attaquer de manière appropriée, ce qui amenait également à beaucoup de morts, mais des morts qui étaient beaucoup plus frustrantes dans ce cas-ci. Alors, après ce jeu-là, ça a pris quand même quelques années avant d'en avoir un autre. Et Ubisoft Montréal étant chargé de faire, encore une fois, par le retour de cette franchise-là dans l'œil populaire, ont apporté quelques changements. Par ailleurs, la dague du temps et tout ça, la possibilité de retourner dans le temps, c'était eux qui ont apporté ça à la franchise. Et donc, ça permettait de faire beaucoup d'erreurs par le joueur, mais également de pouvoir revenir rapidement sur ces erreurs-là pour pouvoir tenter une autre manœuvre à la place. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant dans les jeux vidéo, de donner cette espèce de mécanique-là, chose qui a été d'ailleurs utilisée des années plus tard dans le platformer en 2D qui s'appelle Braid, qui était un jeu indépendant. Et le résultat a été une des trilogies qui est considérée une des meilleures trilogies dans les jeux vidéo. Et ça peut paraître quand même prestigieux, mais il n'y a pas tant eu de trilogie dans les jeux vidéo. Mario est rendu à son énième jeu, la même chose pour Legend of Zelda. BioShock, pour l'instant, a 3 jeux dans sa trilogie. Même chose pour Mass Effect. Et Far Cry est rendu à 4, donc ce n'est pas une trilogie. Donc il y en a très peu quand même. The Witcher, qui a eu la fin de sa trilogie, je suis désolé, qui a eu la fin de sa trilogie l'année dernière, qui s'est terminée avec une très très bonne note, puisque plusieurs personnes considéraient le jeu comme étant un des meilleurs jeux de l'année. Donc, tout ça pour dire que les trilogies sont quand même assez rares dans les jeux vidéo. Et donc, tout au long du développement de cette trilogie-là, je suis désolé, donnez-moi encore quelques instants. Donc, lors du premier jeu, ce qui était le plus mis de l'avant, c'était surtout l'écriture narrative des personnages. Les 2 personnages étaient quand même un peu clichés, mais quand même très très bien écrits malgré cela. Et ça avait changé au deuxième jeu où les personnages étaient devenus carrément plutôt des clichés. Le prince of Persia était devenu quelqu'un de très arrogant, mais de trop arrogant et tout ça. Mais par contre, qu'est-ce qui a été bon de ce jeu-là, c'était que c'était plutôt le système de combat qui a été apporté à un tout nouveau niveau. Qui a d'ailleurs souffert un peu dans la troisième partie de la trilogie, mais l'écriture a été de retour à la troisième partie. Donc c'est pour ça que certaines personnes, en fait, certaines critiques disent qu'à quelque part dans ces 3 jeux-là se cache un des meilleurs jeux du monde. En combinant les éléments de ces 3 jeux-là, on peut arriver à quelque chose qui est absolument excellent. Et en fait, Prince of Persia n'est pas en soi même une trilogie, quoique la trilogie qui est souvent utilisée, c'est la trilogie Sands of Time, qui est le titre du premier jeu de cette trilogie-là, mais il y a eu un autre jeu qui est ressorti par la suite qui s'appelait tout simplement Prince of Persia, et ça a été pas complètement un flop, ça a été quand même un jeu qui est fonctionnel, mais qui n'arrivait pas à la qualité des 2 autres jeux. Donc, c'est après ce jeu-là la série est redevenue dormante et les membres de Ubisoft Montréal sont retournés plutôt à la série Assassin's Creed, qui est née à partir de cette série-là avec Prince of Persia. Donc, c'est à peu près ça pour l'évolution de cette série-là entre le 2D et le 3D. Au retour de la pause, nous allons parler plutôt de Castlevania. Et bien entendu, avant cela, nous allons retourner en musique, cette fois-ci avec Les Passagers de l'album Les Passagers, avec la chanson Le Givre. Et bien entendu, par la suite, pour notre chanson de Sky Hills, ça va être And Hands on the Water. Donc, ça va être ça. Et au retour,
Castlevania. Et vous écoutez encore une fois, c'est FAC 88.3, le premier de la bande. J'ai ta ce qui me tire sans me faire redouter le pire, la liberté qui nous effraie, là où plus rien ne semble vrai. On est parti les souris dansent et je me demande à quoi tu penses, aux idées qui nous on the water. I find that I could run away before you realize. And where Nous venons donc d'entendre la chanson Le Givre de Les Passagers ainsi que Hands on the Water de Sky Hill. Rebienvenue à BRB sur les ondes de CFAC 88.3. Aujourd'hui, nous explorons la transition entre la deuxième et la troisième dimension pour certaines séries de jeux. Avant la pause, nous avons parlé brièvement de Prince of Persia et maintenant que nous sommes de retour, nous allons parler de Castlevania. Il faut tout d'abord savoir que Castlevania est une série qui a commencé sur la Nintendo Entertainment System. C'était un jeu qui était lui aussi assez difficile, un peu dans le même style que Prince of Persia, quoique il ne s'agissait pas d'un jeu de plateforme qui était nécessairement cinématique comme Prince of Persia. Les mouvements étaient quand même basés sur le mouvement du sprite à l'écran. Et lorsqu'on arrêtait de bouger, le personnage arrêtait tout de même de bouger. Par contre, la difficulté se trouvait quand même à être dans certains autres petits détails. Comme par exemple, lorsqu'on voulait sauter, contrairement à énormément de jeux, l'angle du saut était décidé la seconde où le joueur pèse sur le bouton de saut. Alors, je pense entre autres à des séries telles Mega Man ou encore... Super Mario Brothers où lorsque le saut est entamé, il est possible de changer la trajectoire ainsi que la hauteur, mais ce n'était pas le cas ici. Et également, lorsqu'on appuyait sur le bouton pour activer l'attaque principale qui était un fouet et qui se trouve souvent à être un fouet, l'attaque prenait quand même une demi-seconde avant de se lancer, ce qui voulait dire que le joueur devait quand même prévoir qu'il allait lancer une attaque ou encore utiliser des objets qu'il pouvait trouver tout au long de son aventure à travers les niveaux. La série a tout de même adopté une fonction un peu plus RPG assez rapidement puisque dans Simon's Quest, également sur la Nintendo Entertainment System, il y avait des fonctions de montée de niveau, d'avoir un certain nombre de cœurs pour acheter certains objets qui pouvaient continuer la progression dans le jeu, quoique dans les jeux qui ont suivi par la suite, c'est un élément qui est un peu moins présent et qui est ensuite retourné dans d'autres, mais je vais en parler dans quelques instants. Il y avait également Super Castlevania 4 sur la Super Nintendo Entertainment System, là où le fouet, lorsqu'on pesait pour attaquer, l'attaque se faisait immédiatement et l'angle du fouet pouvait également être décidé. C'était tout simplement plus directement en avant de soi et la longueur faisant en sorte que c'était une attaque qui était viable. Les problèmes commençaient à arriver à la sortie de la Nintendo 64 avec Castlevania 64 et Legacy of the Night. Ces deux jeux-là ont, comme je l'ai précédemment établi, eu un problème surtout dans les contrôles, puisque la transition entre devoir marcher de gauche à droite et devoir avancer a été une transition qui a été quand même assez difficile. Également, Castlevania était un jeu qui se basait énormément sur l'atmosphère et l'art qui était designé pour donner l'atmosphère au jeu. Et c'était une transition qui a été également très très difficile du côté de l'atmosphère en passant aux polygones et à un très petit nombre de polygones également. Donc, les quelques premiers jeux en 3 dimensions de Castlevania ont quand même eu des problèmes. Il y a également eu Lords of the Shadows qui a été quand même aimé, mais que certains n'apprécient pas autant puisqu'il s'agit quand même d'une déviation de la norme de ce qu'est un jeu Castlevania. Par contre, il y en avait eu un autre, celui-ci sur la PS1, qui s'appelait Castlevania Symphony of the Night. Et ce jeu-là est considéré comme étant un des classiques des jeux vidéo et été designé par Koji Igarashi. Et
l'invention, plutôt l'avancement qu'il a apporté, c'est qu'il a mélangé les éléments de Castlevania avec les éléments de Super Metroid pour créer un genre qu'on appelle aujourd'hui Metroidvania. C'est un genre qui repose énormément sur l'exploration, mais également revenir sur ses pas après avoir trouvé un certain objet qui permet la progression dans d'autres directions du niveau. C'est également un jeu qui est en 2 dimensions. Et parlant de ça, en fait, qu'est-ce qui est quand même assez intéressant, c'est que Koji Igarashi a lancé un Kickstarter il y a de cela quelques temps déjà. Et ce Kickstarter-là tente de ramener Castlevania à ses racines. Pas à ses racines de la Nintendo Entertainment System, mais à ses racines de Metroidvania. Donc, pour ceux qui sont intéressés, Bloodstained est un jeu qui est complètement... L'argent qui est nécessaire pour travailler sur le jeu est atteint, tous les buts sont atteints et le jeu est maintenant en train de se faire. Donc, c'est quand même à garder. Donc, Castlevania, un autre jeu qui a passé à la 3e dimension, mais d'une manière un peu plus compliquée. Nous allons retourner en musique. Il va également y avoir des publicités avant cela, mais nous allons retourner en musique après les publicités. Et cette fois-ci, ça va être avec Storms of September de Skyhill, ainsi que Sans réponse de Chloé Lacasse sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Nous venons donc d'entendre Sans réponse de Chloé Lacasse et juste avant ça Storms of September de Skyhill. Bienvenue à BRB. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 2e épisode du déplacement de la 2e dimension vers la 3e dimension dans les jeux vidéo. Plus tôt dans l'émission, j'ai parlé de Prince of Persia, j'ai également parlé de Castlevania juste avant la pause et nous allons maintenant parler d'une série qui a plutôt bien fait son passage à la 3e dimension. En tout cas, il continue quand même à avoir plusieurs jeux. Il y en a même un autre qui est annoncé pour l'année 2016. Et je veux bien sûr parler de The Legend of Zelda. The Legend of Zelda a tout d'abord commencé, un peu comme Castlevania, ses aventures sur la Nintendo Entertainment System, où le protagoniste était tout simplement lancé au milieu de nulle part et devait explorer afin de trouver comment battre le jeu. C'est un style de jeu à exploration qui a mené à plusieurs autres, comme par exemple Dark Souls ou encore The Elder Scrolls. Cependant, lors du lancement de A Link to the Past, il y a tout de même eu déjà un commencement d'une pensée tridimensionnelle à l'intérieur du jeu. Il était possible au protagoniste de monter et de descendre des marches afin d'accéder à un niveau supérieur et inférieur, ce qui est déjà un indice un indice tridimensionnel, disons. Et parmi les ennemis, il y avait également les chauves-souris qui pouvaient monter et descendre pour attaquer le protagoniste, et peu importe où il se trouvait, il était possible aux joueurs de les attaquer d'un simple coup d'épée. Maintenant, avec l'arrivée de la 3e dimension, plus précisément avec The Legend of Zelda Ocarina of Time, sorti pour la Nintendo 64 en 1996, tout ça a plutôt basculé. Honnêtement, le jeu est incroyable, mais on peut dire qu'il y a eu quand même certains problèmes, comme par exemple, si on prend l'exemple des chauves-souris, il était maintenant plus possible nécessairement de les attaquer d'une manière aussi simple, puisque l'objet se trouvait, ou plutôt l'ennemi, se trouvait à une position bien spéciale dans le temps sur un axe X, Y, mais surtout Z. Donc, il était maintenant important de se concentrer sur cet ennemi-là avant de pouvoir l'attaquer. On ne pouvait tout simplement plus attaquer dans la direction générale de l'ennemi et espérer l'attaquer. Donc, il y a eu quelques changements dans cette direction-là. Un autre des points forts de la série Legend of Zelda depuis le tout début, ça a été la résolution de problèmes, de puzzles à l'intérieur des donjons.
Et honnêtement, on peut dire que ça s'est un peu ralenti, un peu affaibli avec Ocarina of Time, puisque la plupart des problèmes suffisaient. Il suffisait tout simplement de battre l'entièreté des ennemis jusqu'à temps qu'il y ait une petite musique qui apparaisse et suivi d'un coffre et qu'on ait un objet pour pouvoir continuer. Ou encore, il y a un œil sur un mur, il faut tirer l'œil pour que la porte s'ouvre. C'était tout simplement aussi facile que ça. Ça, c'était quand même à ses tout débuts. Et Ocarina of Time a quand même été grandement apprécié par l'entièreté des joueurs. C'est un jeu qui est considéré comme étant un des meilleurs de tous les temps. Chose, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est un bon jeu, mais pas à ce point-là. Et ça a changé, pas avec Majora's Mask, mais bien avec The Legend of Zelda Wind Waker, qui n'a pas été aussi bien reçu que ses prédécesseurs, non seulement, en fait, principalement par le changement d'esthétique et de thématique du jeu, qui était maintenant dans un style un peu plus de dessin animé, avec des couleurs qui étaient beaucoup plus vibrantes, dont le GameCube était plus facilement capable. Mais quand même, il faut admettre que du côté de l'exploration, ça a été quand même de retour grâce à l'arrivée de l'océan et que les puzzles ont quand même commencé à redevenir difficiles avec d'autres éléments, comme par exemple devoir déplacer une statue, savoir la diriger, devoir la lancer à un bon endroit pour la mettre sur un bon bouton et tout ça. Donc c'était quand même assez simple, c'était pas quelque chose qui était spécialement compliqué, mais c'était quand même plus compliqué que de simplement tirer une cible pour pouvoir continuer. Donc à partir de Wind Waker, on peut dire que la série était tranquillement en train de revenir à ses origines, un peu moins avec Twilight Princess, qui a quand même un peu dans le même principe que Ocarina of Time et Majora's Mask, s'est concentré énormément sur l'histoire. Au point où, en tout cas sur la version sur la Wii, on n'arrivait pas au premier donjon avant 1 heure à l'intérieur du jeu, ce qui était quand même incroyable considérant que sur la NES, on vous mettait directement dans le monde et vous pouviez, si vous saviez où vous alliez arriver au premier donjon dans les 2 premières minutes. Là, c'est absolument impossible, peu importe à quel point est-ce que vous connaissez le jeu, à moins que vous sachiez ou le faire glitcher afin d'avancer de manière injuste avec des bugs pour arriver à cet endroit-là dans l'histoire. Donc c'était ça avec Twilight Princess. Pas un jeu qui est nécessairement mauvais non plus, mais beaucoup plus axé sur l'histoire. C'est à peu près la même chose également avec Skyward Sword, qui a vu arriver les motion control et pour le moment, ce qu'il semble être pour The Legend of Zelda 2016, qui s'apprête à être lancé dans un futur qui est supposément pas si lointain, Shigeru Miyamoto et Eiji Aonuma, qui d'ailleurs était le directeur principal de l'espèce de trilogie d'histoire de la série, c'est-à-dire Ocarina of Time, Majora's Mask et Twilight Princess, ont tous les deux dit que ce Legend of Zelda-là était un retour aux sources, un retour plus spécialement à Legend of Zelda sur la NES, qui se concentrait plus principalement sur l'exploration. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau jeu de style Skyrim sur la Wii U, qui va peut-être, comme Twilight Princess, être également refait pour la console suivante s'ils la sortent dans pas trop longtemps. Ça va rester quand même à voir. Et il reste quand même à noter que dans le cas de Twilight Princess, ça a été un jeu qui a commencé sur le GameCube, a ensuite été refait et relancé sur la Wii, et a eu un remake en haute définition sur la Wii U. Donc c'est un jeu qui a été présent sur 3 consoles d'affilée, ce qui est quand même assez spécial, mais qui est quand même normal, puisque Twilight Princess est le seul jeu de Zelda qui s'est plus vendu que le tout premier Zelda sur la Nintendo Entertainment System. Ce qui est quand même un peu normal, considérant que la Wii est la seule console de salon qui s'est vendue plus que la Nintendo Entertainment System. Donc, c'est quand même assez logique, mais quand même, 3 consoles d'affilée pour ce jeu-là. Il vaut quand même la peine de dire que Legend of Zelda est retourné à ses racines, mais plutôt du côté de A Link to the Past avec le lancement de A Link Between Worlds, qui est d'ailleurs un jeu qui est incroyable, qui est une
pas tout à fait un remake de Link to the Past parce qu'il y a quand même des nouvelles mécaniques, dont la mécanique de se transformer en peinture sur le mur. Et le jeu est vraiment designé autour de ça. Donc, c'est 3D tout en restant 2D. C'est quand même incroyable, mais c'est quand même très très bien fait aussi. Donc, A Link Between Worlds est personnellement un de mes jeux préférés de la série Legend of Zelda. Donc, nous allons retourner en musique avec Sauf que de Seb. Et en venant, je vais vous faire une petite conclusion rapide et ensuite, je vais vous laisser avec une dernière chanson sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Je suis meurtri. Sauf que le bruit. Et voilà, c'était Sauf que de Seb. Et nous sommes déjà à la fin de l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, nous allons passer à la série Metroid, à la série Grand Theft Auto et Metal Gear avant qu'il ne devienne solide et après qu'il devienne solide. C'est déjà tout pour moi. La semaine prochaine également, nous allons passer à la phase Ninja Sex Party de la carrière de Dan Avedon. Ensuite, ça va être Starbomb. Ensuite, les projets qu'il avait de côté pendant qu'il fait partie de ces différents groupes. Donc, sa participation avec le groupe Tupperware Remix Party et tout ça. Et pour finalement arriver au lancement, comme je l'avais dit, de l'album Ninja Sex Party Under the Covers, qui va être plutôt des reprises de chansons de la fin des années 70 et début des années 80. Donc, j'ai très très hâte que l'album lance. L'album va être lancé le 4 mars et va être disponible sur iTunes et tout ça. Donc, c'est déjà tout pour moi, comme je l'ai déjà dit, et nous allons aller avec... nous allons retourner... Dans quelques instants, l'élite du métal va arriver dans les ondes de CFAC 88.3. Mais avant cela, voici Only One de Sky Hill et je vous revois la semaine prochaine. Stranger.